Donc, en préparant vraiment la conférence, il y a quelques semaines, je me suis dit, bon, soyons humbles. Et finalement, la Fabrique Spinoza n'est pas encore ultra spécialiste sur la question de l'éducation. Sur le bonheur, oui, mais sur la question de l'éducation, pas tout à fait. Notre champ d'expertise principal, c'est finalement le travail, le bonheur au travail. Et donc, j'ai choisi d'aménager un petit peu ce partage d'idées avec vous, en me disant, de manière un peu punk, et si le monde du travail inspirait l'école ? Alors, pour tous ceux dans la salle qui ont fait leur petit burn-out ou ont des amis qui l'ont fait, bon, je rigole, mais bon, ça peut être très grave, hein, mais vous direz, c'est pas forcément la meilleure source d'inspiration. Et pourtant, et si la transformation du monde du travail nous apportait des clés pour transformer l'école ? Lorsqu'on a créé l'Université du bonheur au travail il y a quelques années à la Fabrique Spinoza, on a demandé, sur ces 3 jours de formation à 150 personnes du monde de l'entreprise, à un enfant de 9-10 ans d'ouvrir, d'être le keynote speaker, comme on dit, pour être chic, et d'émerveiller ces 150 personnes. Il nous a dit, il a commencé en disant, ce qui est fou avec vous, les adultes, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Vous avez des pointeuses au travail. Et ça faisait écho à cette idée de Jean-François Zobrist, qui est l'un des, des apôtres, non, des grands pontes plutôt, des archiprêtres de l'entreprise libérée. Et Jean-François Zobrist nous dit, si dans une entreprise, on met en place un système de contrôle pour les 3% de fraudeurs, et que ce faisant, on empêche les 97 autres pourcents, d'être bien, de se faire confiance et de déployer leurs ailes, alors on n'a rien compris. Donc déjà, je me disais à cette époque, à l'ouverture de cette université du bonheur au travail, qu'il y avait des passerelles à faire entre le monde du travail et l'école. Alors, peut-être que la passerelle la plus facile à faire, c'est d'aller chercher ce que le bonheur permet. Dans le monde du travail, moi je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent « le bonheur permet la performance ». Alors c'est toujours un peu embêtant, parce qu'on se dit on a dévoyé un concept pur et magnifique. Et pour autant, je trouve ça intéressant d'aligner les enjeux économiques et les enjeux humains. Alors, quand on est stressé, quand on est malheureux, quand on ne se sent pas bien, en fait, d'un point de vue neuroscientifique, on se réfugie dans notre cerveau reptilien. Et là, nos réactions face à ce stress, c'est réaction 3 états primaires, 3 états d'urgence. Petit 1, je me bats, je suis en colère. Petit 2, autre option, je m'enfuis, ou alors je suis très agité. Et 3e comportement, je me prostre, je fais le mort. Je suis une pâle copie de moi-même. Dans ces 3 cas de figure, se réfugier dans son cerveau reptilien primaire, c'était une version rabougrie de soi-même. Et donc pareil à l'école. Un enfant qui est stressé est une petite chose, une petite créature fragile qui a du mal à apprendre. Et inversement, lorsqu'on se sent bien, vous êtes, je pense ici, abreuvé de psychologie positive, il y a une méta-étude de Sonia Lyubomirsky qui récapitule 225 analyses qui montrent que quand on se sent bien, on est plus créatif, on est plus coopératif, on mobilise plus, on embarque, on emmène, on est plus intelligent, y compris analytiquement. On observe des différences à des tests de QI d'une même personne selon son état émotionnel. Et puis, évidemment, on est en meilleure santé. Et donc, et si l'école était un endroit dans lequel l'émotion a sa place, à la fois pour prendre soin de nos enfants. Je suis jeune papa, je ne sais pas si on peut dire encore jeune parce qu'il a 15 mois, mais j'ai le sentiment, au rythme des réveils nocturnes, que c'est encore jeune tout ça. Si nos chérubins allaient bien et qu'en même temps ils apprenaient mieux. Alors ce qui est compliqué, c'est que le parallèle entre le monde du travail et le monde de l'école n'est pas si simple, dans la mesure où on ne fait pas la même chose au travail et à l'école. Au travail, on demande de produire. À l'école, on demande d'apprendre. C'est pas la même chose. C'est Bénédicte Gendron, de l'université, justement de... J'ai un trou, c'est horrible, mais je crois justement de Montpellier. Est-ce que quelqu'un connaît Bénédicte ? Non ? Bon, on va dire qu'elle est de Montpellier. Et donc, Bénédicte nous rappelle que pour apprendre à l'école, les conditions sont triples. D'abord, la conation, donc la motivation. Est-ce que l'élève peut être motivé à apprendre ? Deuxièmement, ce qu'elle appelle, c'est un mot simple, les émotions. L'émotion.
Est-ce que l'enfant peut être habité d'émotions positives? Et enfin, la cognition. Est-ce qu'il y a déjà suffisamment de matériaux cognitifs en place pour permettre l'apprentissage? Et c'est intéressant de rappeler ce troisième point, qui est qu'il faut déjà des premiers apprentissages pour apprendre encore plus. Alors, tout ça m'amène à dire que je suis convaincu que l'émotion est un facteur central dans le champ de l'éducation. L'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. On voit aujourd'hui des entreprises qui se disent on va demander à la totalité de nos collaborateurs de se former à l'intelligence émotionnelle. Alors déjà, on peut s'émerveiller que des entreprises fassent ça, mais on peut aussi se dire que arriver à X années de vie, c'est quand même quelque chose qu'on aurait pu avoir la chance d'apprendre, ou bien par notre expérience, ou bien justement à l'école.